m'appelle Isha. Je viens de Bruxelles. Pour certains, je suis un écorché vif. On torturé. Mais on a tous des fantômes. On cherche à s'en débarrasser. Pour Isha, les gens d'en haut, les gens d'en bas, c'est les vivants et ceux qui sont dans l'au-delà. Quelqu'un qui a le sens de l'image et de la précision. Nous étions des paroliers fauchés, je suis cramé comme journal intime. Yeah. Une des plus belles plumes du rap belge. Je suis juste un rappeur de plus, destiné à être éducateur de rue ou régulateur de flux. Il rend l'ordinaire extraordinaire et il rend en fait les rêves atteignables. Je viens de réaliser un rêve d'enfant. Il le dit lui-même, sa musique c'est une façon d'en apprendre sur lui-même. On avait déjà pigé tout ce que tu captes en ce moment. Au fond je suis comme tout le monde, je fais mon taf en me droguant. Les hommes deviennent poussière, la glace peut brûler comme le magma. Bravo pour le travail, bravo pour la plume, bravo pour le parcours. Les Niska et tout, c'est des stylistes, ils reçoivent un budget de 2000 € par exemple. Et avec les 2000 €, il va louer ça et ça. Fini les gros discrets, tu vois. Petite griffe. Discret mais c'est visible. Ouais, et maintenant je suis les couleurs des saisons, tu vois. Okay. En fait, les couleurs que tu as choisies ouais. pour ce marbre, je l'ai retrouvé en fait. T'as retrouvé hein. Laquelle de couleur? Attends, tu l'as hein. Ici, on est à Hooftenberg. C'est un des quartiers dans lequel j'ai évolué. À l'époque, j'étais un jeune sauvageon. C'était une époque très thug en vrai. Hein. C'est l'endroit où, quand je sortais de garde à vue ou du palais de justice, je prenais le bus et je rentrais là. C'était chez moi. Je racontais ce que j'avais vécu à mes potes. Puis le lendemain, rebelote. Moi, mon truc à l'époque, l'herbe, ça s'est un peu démocratisé. Il y a eu la White Widow, la Jack Error, c'est des noms d'herbes qui sont arrivés. Et je sais pas, il y avait plein de dealers partout. Tout le monde dealait. Et donc moi et mes gars, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait sauter les dealers, tu vois. Donc en gros, on les appelait, on prenait des voix gentilles, on disait « Ouais, est-ce que tu peux déposer 100 grammes et tout ?» Et les mecs, ils arrivaient comme tout le monde dealait, ils arrivaient avec 100 grammes. Et nous, on les dépouillait en fait. Et en gros, moi dans ce secteur-ci, je suis vraiment connu pour ça, c'est ça qu'on faisait. Et on n'était même pas des dealers en fait, on faisait des rodkas, on prenait la zeb. Après, on la vendait un peu, on fumait un peu, puis on s'achetait des tenues. On bougeait un peu, on faisait plaisir à nos proches. Puis après, on trouvait un autre dealer et on les faisait sauter comme ça à tour de rôle, tu vois. Et ça s'est arrêté quand on a commencé à comprendre qu'il y avait des mecs qui avaient l'air inoffensifs, mais que derrière, c'est des gros qui leur donnent du matos, tu vois. Et là, il y a eu 2-3 histoires où on s'est dit, ouais, c'est quand même assez chaud, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens, quand ils me voient, même ils sont émus de voir le changement, quoi, tu vois. 9 personnes sur 10 disaient que j'allais mal finir. Il y a même des mecs dans la rap, je suis rentré dans des apparts, je les braquais, ils étaient au sol comme ça, je te dis. Aujourd'hui, on se voit, on se fait des signes, mais là, je te le dis parce que c'est street press. Et donc, il faut parler un peu, mais sinon, je ne mets pas ça en avant. Je ne suis pas fier de ça. Ouais. On était nombreux. Je pense que sans le savoir, on a frôlé la mort, on a frôlé la tragédie maintes et maintes fois. Mais moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que, tu vois, il y a vraiment une vague street, un peu street mais surjouée, tu vois, où j'ai l'impression que certains anciens, ils engrainent les jeunes à la délinquance et tout. Et ici, j'ai l'impression qu'on a dépassé ça, tu vois. En fait, la rue, c'est un gros mensonge. Et ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette naïveté de croire qu'on doit être les plus chauds, faire des trucs de ouf et tout. Par contre, c'est le ghetto, c'est un ghetto. Les gens sont pauvres ici, tu vois ce que je veux dire? Les gens étaient réunis. C'est le seul point commun que les gens ont ici, c'est d'être pauvres, tu vois. Mais
on n'est pas trop parti loin dans cette délinquance-là qui est surjouée pour moi, tu vois. Nous, notre époque, on n'a pas eu d'exemple, on a eu des contre-exemples, tu vois. Ça, alors que les jeunes, là, maintenant, je ne veux pas dire qu'on est des exemples, je n'ai pas la prétention de le dire, tu vois. Mais en tout cas, voilà, on arrive avec une positivité, on n'essaie pas de les descendre et tout. Mais je pense qu'ils n'ont pas grandi dans ce truc où ils ont vu vraiment le mal, parce que c'était vraiment le mal à l'époque, tu vois. Vraiment, la génération au-dessus de nous, c'était vraiment le mal. C'était vraiment chacun pour sa gueule, et il se faisait du mal, il faisait du mal aux gens gratuitement et tout. Et nous, ce contre-exemple nous a justement permis de renverser la vapeur, tu vois. Et ça c'est un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, tu vois. De tout ce qu'on a fait nous étant jeunes, le rap qui au début n'était pas spécialement bien vu, même la danse. Et maintenant, quand tu remarques un peu la musique, la danse, le graphe, c'est des choses qui ressortent et on appelle vraiment ça de l'art. Alors que nous, à notre époque, on sortait de la société. On nous prenait vraiment pour ceux qui voulaient pas rentrer dans la ligne droite, la ligne à suivre. T'es médecin, t'es avocat et tout, nous on était les autres. Alors que maintenant, être les autres, c'est bien. C'est ça en fait le truc. On s'est rencontrés quand on avait 15-16 ans chacun. C'était l'époque de la racaillerie, des premiers couplets. C'était l'adolescence, quoi. On n'avait pas une journée juste rap, une journée juste rue, une journée juste école. Tout se mélangeait tout le temps, tu vois. On rappait juste pour dire on lâche pas. On se disait juste c'est pas possible. Donc on le faisait parce que c'était vraiment notre passion. On adorait ça, mais de s'imaginer que ça allait péter, non. Et par exemple, Isha, il se faisait lui plus discret là-dessus parce que pour lui ça servait à rien. C'est comme si ça sert à rien tant qu'il n'y a pas de vraies radios urbaines en Belgique, magazines, parce qu'à l'époque il y avait les magazines, tu vois. RAP, Groove, tout ça. Ça sert à rien tant qu'en Belgique il n'y a pas tout ce qu'il y a en France. Pourquoi on fait ça en fait? À ce moment-là, je m'appelais Pacemaker. Ce que j'avais envie, c'était de raconter notre quotidien, de mes gars et moi, ce qu'on vivait. C'était beaucoup plus rue que maintenant. Tu vois, avant c'était vraiment Kaira, il n'y avait pas de filles malheureusement dans les concerts. Souvent ça terminait en bagarre. Voilà, c'était même un peu coupe-gorge, hein, je pourrais dire ça. Il y a des concerts, ils étaient un peu coupe-gorge, j'avoue. Et nous, on s'est fait dans ça. C'est là-dedans qu'on a fait nos classes. Moi, j'aime pas trop ce terme de rap belge. Parce que je crois que le rap belge, il n'existe pas encore. Peut-être qu'il n'existera peut-être jamais. Parce que si tu regardes, nous, on a tous évolué avec du rap français, tu vois. On a écouté les mêmes CD, les classiques qu'eux, ils écoutent, c'est les mêmes que nous, on écoute. C'est comme ça qu'on évolue. C'est vers ça aussi qu'on se dirige. Donc rap belge, je crois pas. En tout cas, il se démarque pas spécialement du rap français, tu vois. C'est carrément la même chose. On sentait qu'on n'allait pas vendre des disques, qu'on n'allait pas être millionnaire. C'est comme si j'avais une passion qui me destinait à être pauvre. Et puis en vrai, le futur pour moi, il n'y avait rien. Et des fois, je dormais pas à cause de toutes ces choses qui me hantaient. Puis je suis allé en France, dans le Val d'Oise, RERD, Gare Charcel. J'avais de la famille là-bas, j'avais besoin de changer d'air et je suis tombé sur beaucoup de gars comme moi qui n'avaient pas trop de perspectives d'avenir et on s'est enfoncé ensemble dans le truc. Tu te rappelles, à l'époque, quand j'étais ici, tu me disais souvent de reprendre les cours pour étudier la musique et tout, tu te souviens? Tu m'as beaucoup parlé de solfège, tout ça, ça me faisait rigoler. Tout à fait, tout à fait. Toi, tu t'es rébellé après la mort de papa. Quand tu t'es rébellé, tu es venu ici. Tu faisais tout pour continuer à vagabonder avec les autres.
La musique, à l'époque, ce n'était pas la meilleure voie. Et donc tout le monde disait, bah, la musique, ça c'est pour les voyous. Et c'est pourquoi moi je te disais, si tu veux réellement faire la musique, fais le solfège pour être comme les musiciens normaux. Ouais. Donc non, c'était dans ce sens-là. Sarcelles, c'est une période noire. C'était peut-être la pire période. Parce que je buvais énormément. Je sais même pas à partir de quand c'est devenu une habitude d'avoir une petite bouteille de whisky dans la poche. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, c'était plus important de boire que de manger. L'alcoolisme, c'est un trou. Un truc dans lequel tu t'enfonces et tu sais pas quand tu vas t'en sortir. Tu te réveilles, t'as mal au ventre. Tu sens que l'alcool, il est en train de brûler ton corps. J'ai beaucoup prié, je crois que c'est un des trucs pour lequel j'ai le plus prié. Que Dieu me sorte de cette spirale. Je souhaite ça à personne. C'était trop. Même la zone 4 aussi. Quand ils ont... Ah, ils ont eu ça aussi? Ah oui, ils ont eu ça. Hein. Quand ils ont cassé? Ouais, la zone 4 là-bas aussi. Ah ouais? Et la famille de Moussa, ils sont là encore? Non, c'est pour ça que j'étais une baraque pour sa mère. Ah, il a logé tout le monde. Hein. Oh, Isha, quand il a débarqué ici, il était dans la street, un peu perdu. Il était un peu perdu, mais toujours dans le sang. Il a toujours aimé la musique en fait. Tout le temps, la musique et le taf. L'ambiance était beaucoup autour de l'alcool, malheureusement. Moi, je me rappelle, je sortais du taf, je sortais de la gare, j'allais à la terrasse. Gérant, il rejoignait. Il avait une grosse BMW, tu vois, donc on rôdait dedans, on buvait, tout ça. Jeunesse, c'est la jeunesse, tu vois. Les femmes, l'alcool, le rap, on se cherchait, comme on dit. Ouais. Mais après, ils ont pris soin de moi dans le sens où c'est quand même Sarcelles, c'est un ghetto. Ouais, c'est méchant, quoi, tu vois. Donc, attention, ils prévenir et tout, tu vois. Faire en sorte que le Renoir, ils sont. Voilà, que le Renoir, ils sont entourés. Voilà, protégés quand même, parce que c'est un ghetto difficile. Il n'y a pas une fois où je buvais, où je me suis pas dit, il faut que j'arrête. J'ai pas été à l'hôpital, j'ai pas fait de cure. Un beau jour, je me suis levé et puis c'était fini. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que j'ai plus cette sensation au réveil d'avoir fait une connerie, d'avoir mal parlé à quelqu'un, d'avoir humilié quelqu'un, parce que j'avais trop bu. C'est une sensation que j'ai plus aujourd'hui. Je me réveille, je suis en paix. Et des fois, je rêve que je suis foncé, que j'ai bu et que je fais des dingueries. Puis je me réveille, je me dis, ah, c'est un mauvais rêve. Ah oui. Alors, Isha, tu te souviens de l'anecdote avec Lily, là, quand elle a été à Kinshasa la première fois? Ouais. Tu vois, elle avait 18 ans. Là, c'est mon ancienne chambre, chez ma mère. Bon, c'est une chambre que j'ai partagée avec mon frère aussi pendant un temps. Et je suis quasi sûr que c'est ici que j'ai écrit mes premiers textes de rap, quoi. Moi, ça, c'est un truc qui me frappe parce que ça, c'est le nom de mes potes d'avant. Et avant les téléphones portables, tu vois. Donc là, il y a un mec qui s'appelle Boulby, c'est un ami d'enfance. 219 0018. Mes potes, c'était ma vie. Et puis après, il y a eu le rap. Et les souvenirs que j'ai ici, c'est... Je savais que quand j'arrivais ici, c'était pour dormir et que voilà, c'était pour le lendemain, on allait faire autre chose. Mais j'avais pas vraiment d'activité à faire dans cette chambre à part écrire des textes et rapper, quoi, écouter du son. Ouais, c'est ce genre de souvenirs, quoi. Lucien, tu prends une assiette alors? Ma mère, elle est arrivée du bled avec mon père. Elle avait 21 ans. Ils sont venus ici pour étudier. Des boulettes encore? Tu en as mangé hier? T'as pas assez? Ça te gave? Hein? Mais très vite, c'est parti en sucette. Le rêve européen, comme on dit. Ça va aller, hein?
c'était un enfant calme en fait. Hein. Il était toujours collé sur moi. Il était toujours là. Il avait toujours sa tête à côté de moi là. Et ça inquiétait un peu son papa. Il me suivait partout. Il me suivait partout. Quand les amis venaient, il était toujours avec moi. Et puis, moi, je disais, bon, c'est mon garde-corps. Parfois, il voulait venir se faufiler dans notre lit. Moi, je dis, mais écoute, Isha, tu ne vas pas quand même venir dormir ici. Mais, oui, mais tu dis quand même que je suis ton garde-corps. Moi, je dis, mais Mobutu ne dort pas avec son garde-corps. Va dormir dans ta chambre. Et c'était toujours des débats avec ça. Il était vraiment très, 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 très proche de moi. Ouais, ouais. Leur papa, c'était ce genre de personnes qu'on appelle des génies, en fait. Des génies. C'était un homme hyper, hyper intelligent depuis le collège. Ces genres de personnages aussi ont la faiblesse de leur intelligence. C'était en fait un maniaco-dépressif. Et c'était un homme difficile à vivre. C'est pour cette raison qu'à un moment donné, j'ai pris mes clics et claques et mes 5 enfants. Je suis partie loin. Je travaillais, j'avais des jobs. Mais franchement, je ne peux pas dire qu'on a vécu dans la dèche où les gens peuvent se dire, je ne connaissais même pas l'endroit où on donne les soupes populaires. Non, on a vécu avec le peu qu'on avait dans la dignité. Et les enfants, je leur ai dit, dans la dignité, vous étudiez, vous travaillez et vous y arriverez. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je crois que ma mère, c'est vraiment une lionne. Elle nous a protégés. Elle a joué les 2 rôles. Je crois qu'elle nous a sauvés. Mais aujourd'hui, je sais que les premiers souvenirs d'enfance que j'ai, il y a de la violence. Il y a des rires aussi, des ballons, des vélos. Mais il y a de la violence aussi. De la terreur. C'est un climat pas fait pour des enfants. Quand on est maniaco-dépressif, on doit se soigner. On n'est pas responsable de ce qu'on fait. C'est pour ça que mon père sera toujours mon héros. Et je sais que j'ai pris des 2. Je suis un mélange de ma mère et de mon père. Un lion enragé. Un lion blessé. Un jour, j'ai vu une phrase dans un film qui disait que quand on est petit, on a 6 ans, on dit « mon papa, il sait tout faire ». Après, on a 12 ans, on se dit « mon père, il sait presque tout faire ». À 20 ans, on se dit « mon père, il connaît rien, il comprend rien ». Et à 40 ans, on se dit « putain, si mon père était encore là ». Je leur ai demandé tellement de choses, tellement de conseils. On n'a plus qu'une tombe, des photos, des histoires. Là, on est au cimetière où est enterré mon grand frère, qui est parti en 2019, le 4 août. Mon père aussi est juste à côté, il est à 5 minutes. Voilà, c'est un endroit important pour moi, surtout que mon album, il lui est dédié, on va dire, c'est sa pierre tombale qu'on a dû la choisir. Ça s'appelle le Labrador bleu, c'est le nom de la pierre. Et c'est le nom de mon album, quoi. Donc c'est un peu pour ça qu'on est ici. C'est douloureux aussi, parce qu'ils sont partis de la même manière. Mon père, il est parti il y a 15 ans, dans son sommeil. Donc il s'est endormi, il s'est jamais réveillé. En bonne santé, sans aucun problème. Et là, mon frère, il a eu ça 15 ans après, quoi. Sauf que lui, il y avait sa femme qui était à côté. Et il s'est endormi en discutant de ce qu'il allait faire le lendemain et il s'est jamais réveillé. Mon autre frère, il dit, ils ont été débranchés par Dieu, c'est vraiment ça. Moi, ça m'a donné un grand rappel, ça m'a donné de la force dans le sens où chaque fois que je m'endors, je me dis je peux ne pas me réveiller, quoi. Donc ça veut dire que aujourd'hui, j'ai l'impression d'être à fond dans le travail, dans toutes ces choses qui peuvent me faire avancer.
pouvais pas parler de ma vie, de mon parcours, sans retourner au SAMU, sans parler des travailleurs du SAMU, des gens dans la rue qui dorment dehors. J'étais obligé d'y retourner, au moins un soir. Il y a de l'eau. Tu t'appelles comment? Ouais. Hicham, moi c'est Isha. Enchanté. Et le chien il s'appelle comment? Il est gentil ou pas? Ça va ou quoi? Tyson, oh ça fait peur ça. Ça fait peur Tyson. Je me suis retrouvé au SAMU social par hasard. En vrai, je cherchais un boulot parce que j'allais avoir un enfant. S'il y a des couvertures, on va ramener. J'étais nulle part, j'avais rien. Février, c'est un jeu de Dominique. En février, on va réouvrir. Là, pour le moment, le centre pour les hommes, il est à Evert. Fallait que je trouve un taf. T'as déjà été à Evert, non? Et je me suis rendu compte que nous, on était là, on disait la rue. Mais quand tu t'appelles Isha, que tu fais le voyou, mais quand tu rentres, ta mère, elle t'a fait un petit plat de riz, tu le mets dans le micro-ondes, tu manges, c'est pas la rue. C'est pas la vraie rue. La vraie rue, c'est quand tu sais pas ce que tu vas manger, tu sais pas où tu vas dormir, tu sais pas ce que tu vas devenir. Quand il y a plus personne, t'es dans les rouages du système. C'est bon? J'arrive, je vais prendre le temps. Tenez. Ouais, c'est mon ancienne veste. Nous savons tout. Ah, ils vous ont expliqué, hein? Absolument. Voilà. Tu sais que c'est votre petit péché mignon? Ah oui, mais voilà. Un peu de thon ou ça va? Ah, vous avez reçu déjà. Ok. Ça va sinon, les gars? Oui, et vous-même? Oui, ça va. Hein. Non, ça va. Vous ne faites pas virer ici la nuit par la STIB, ça va? Non, ça va, ils sont sympas avec nous. Enfin bon, on fait pas de... Au SAMU, j'étais encore alcoolique. Hein. Je rentrais, je buvais, je me réveillais, je chantais l'alcool, j'allais travailler. Mais j'ai eu la chance de voir ce que j'aurais pu devenir si j'avais continué. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que j'arrête ces conneries. Je crois que c'est le début de mon changement. Bruxelles arrive, on est serré dans une caisse. Bruxelles V. Tous les jours je roule un bleu. Tu ne connais pas bien ma Belgique, plus de gens bizarres, moins d'amis. Puis un beau jour, des années après, je sais pas ce qui s'est passé. Avant on était ringards, mais on est devenu à la mode. Donc je suis rentré en studio, j'ai commencé à enregistrer autour d'un concept qui s'appelle La Vie Augmente. Et puis tout s'est accéléré. Il y a eu des coupures de presse, des grands journalistes, des featuring, les gens que t'admires qui te valident, les festivals. T'arrives au resto, tu peux commander ce que tu veux sans compter. Puis t'es là en concert, t'es même pas monté sur scène, t'entends Isha, 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 Isha. Ton corps il est en train de vibrer, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a même des mecs qui se tatouent La Vie Augmente. C'est un truc de ouf. Putain de vie. Est-ce que je mérite vraiment ça? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours rappé avec la rage, le cœur. Mais je crois que tu peux encore la monter la nappe, non? Encore Ouais. En ce moment, je suis en train de terminer mon premier album. Tous les projets d'avant, c'était juste pour annoncer un album en vrai. Honnêtement, je pense que je me suis amélioré. J'ai changé ma méthode de travail. Les petites vibes là, je les aurais montées en mode dernier refrain pour pousser un peu et... En fait, ça faut baisser. Est-ce qu'elle doit pas aller un peu plus fort? C'est cool de le monter un tout petit peu, tu vois. Tu vois les bruits de respiration, on le monte ou pas? Non, hein? Ok. Tu vois dans la bulle.
fleu traque les hommes en noir et que les mères pleurent des torrents de larmes. L'argent, la drogue, les gros gamos, appartements. J'espère que le public va kiffer. J'étais exigeant envers moi-même. Je fais pas exprès de marcher comme un boss, je fais pas exprès de marcher comme un youvois. Si on demande à manger dans les loges. Chaque être humain, il doit laisser quelque chose à l'humanité. Si tu laisses rien, c'est que t'as servi à rien. J'ai monté un studio au centre-ville, le vrai centre-ville. C'est un studio avec une grande vitrine et quand t'es à l'intérieur, tu vois la rue. Et de la rue, tu nous vois. Et je l'ai fait parce que j'estimais qu'on a toujours été cachés, nous les rappeurs, on a toujours été planqués. Même dans les maisons de quartier, c'est toujours des coins reculés, tout ça. Et là, j'avais envie qu'on nous voit, qu'on soit fiers, qu'on se sente utile, que les gens ils comprennent qu'on est utile à la société, que les artistes ils sont indispensables. Et en même temps, là, j'invite beaucoup de petits qui viennent, je les conseille. C'était directeur artistique, c'est comme ça qu'on dit en vrai. J'essaye de partager mon expérience, c'est important. C'est un truc de transmission. L'art, c'est que de la transmission. Wesh. Ils font flipper. Ouf. J'ai 430 €. Ah ouais, je suis riche. Lui, c'est mon fils. Il s'appelle Lucien. Il a 10 ans. Tu peux venir avec moi? J'ai... Honnêtement, il est vraiment intelligent. Ouais, je peux. Attends, j'arrive. Je suis vraiment fier Voilà, de je lui. suis là. Ah non, il y a encore une... Mais c'est une blague. Et j'essaye de faire ce que nos parents ils faisaient pas. Ça veut dire j'ai jamais joué avec mon père. J'ai jamais joué avec ma mère. Les gens chez nous, ils n'ont pas le temps pour jouer avec les enfants. Donc moi aussi, j'ai dû apprendre à faire ça. On reste groupés, on reste ensemble. Allez, vas-y, regarde-le. Bah non, parce qu'au premier, j'étais plus battu. Alors qu'au deuxième, c'était... Ouais, mais j'avais une meilleure précision quand même au premier. Ouais, mais moi, tous les trucs, j'étais beaucoup plus fort que toi. Et au deuxième, t'étais un petit peu plus fort. Du coup, en tout, c'est bon. Semaine prochaine, on revient. Ouais. Pour départager. Ouais. Vers la belle. Ouais. Bien joué. Lucien, il fait du skate. C'est ça sa passion. Ce qui est marrant, c'est qu'à son âge, moi aussi, je faisais du skate. Ça glisse, hein. Pour l'instant, il pose pas beaucoup de questions sur ce qui se passe autour de lui. C'est un enfant, quoi. Il est attiré par le jeu. Tu vois, l'innocence des enfants. Ça me fait sourire toujours. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je le regarde, Il flippe. je l'imagine comme s'il était grand et adulte. Attends. Et je me demande quel genre d'adulte ça va être. Je me demande s'il va traverser des périodes difficiles. Et j'espère que je serai encore là pour l'aider à surmonter tout ça. Que je serai encore en état. Je sais, c'est bizarre de parler de son fils de manière triste. Mais je peux pas m'empêcher d'associer ça au monde. Hein. Ça va être le monde vs Lucien, comme ça a été le monde vs Isha. Je vois le truc comme ça, moi. Il y a un texte où je disais « Nos démons sont partis faire autre chose. On va commencer à s'occuper de nos gosses. » Mais c'est la même chose. J'essaie d'être un bon père. Mais si t'es pas bien dans tes pompes, tu peux pas être un bon père. Encore une fois, on en revient aux fantômes. J'ai compris quelque chose. Les fantômes, si tu veux t'en débarrasser, c'est à toi de leur faire peur. Et comment tu fais peur à un fantôme? Tu lui souris. Tu lui souris. C'est lui qui va avoir peur. Et il va partir en courant. Chercher une autre victime. Depuis le début, gros, je suis sûr de rien. Pas un seul jour où je n'ai pas douté. Quand la daronne elle me regarde de travers, j'ai mal, j'ai l'impression d'étouffer. Dans la ville, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Les Houchons continuent d'être méchants. J'en rigole, c'est insensé. Toujours les mêmes qui ramassent des coups de pression. La rue t'a promis, mondes et merveilles. Toi, t'es revenu avec des dents pourries. Et moi, je t'avais dit,
qu'on se reverrait. Des fois j'ai besoin d'être à l'ouest. Tu crois que c'est pas moi, que je suis pas le même, car j'ai oublié le rap, les salles pleines, et que j'ai une ardoise chez Warner. Donc je dois aller chercher ce bif bébé, je vais m'absenter là. Je leur ai déjà dit 1000 fois, mais ils font semblant de pas comprendre. Un vécu, une histoire, je me suis pas fait dans le néant. Bébé, je vais sauter dans le vide. Et je pense à toi quand je m'élance.